Bien, Marie-Christine Zaragoza, présidente directrice générale du groupe France Média Monde, et donc avec nous à l'invitation de l'association Guillaume Budet. Merci d'être avec nous, Marie-Christine. Nous allons échanger pendant quelques minutes ensemble. Nous allons parler évidemment du rôle de France Média Monde, de l'impact aussi de l'information à travers le monde. Et puis ensuite, nous donnerons évidemment la parole au public qui pourra poser toutes les questions qu'il souhaite à Marie-Christine. Alors, vous portez la francophonie à travers le monde. Juste Emmanuel, oui. Je voudrais quand même juste remercier et le maire et l'association de m'avoir invité, parce que les Voix d'Orléans, j'en entends parler depuis le début, puisque France Média Monde a tout de suite flairé que c'était un moment important et a tout de suite été partenaire, et que j'aperçois des visages familiers dans la salle, puisqu'il y a beaucoup de journalistes de RFI, soit qui sont intervenants, soit qui animent des débats. Et donc je me disais juste que, vous savez que la signature du RFI, c'est les Voix du monde. Donc les Voix d'Orléans, les Voix du monde, et elle a une résonance qui me semble parfaite et qui va bien. Voilà, merci. Je voulais juste remercier. Mais il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux mettre ton micro un peu plus proche? Voilà. Donc France Média Monde porte la francophonie à travers le monde, à travers la promotion de la langue française, à travers le droit d'être informé librement aussi. C'est compliqué parfois de défendre ce droit à l'information dans les pays où France 24 et RFI sont diffusés, par exemple. Alors si là on attaque vraiment dans le vif du sujet, puisque... Alors, je dis quand même un mot du groupe, hein, peut-être que tout le monde ne connaît pas, parce qu'on est présent dans plus de 180 pays, mais peut-être qu'en France, on est un peu moins visible que d'autres. Donc, France Média Monde, c'est donc RFI, une radio d'actualité en français et en 13 autres langues. Monte Carlo Doualiya, c'est une radio arabophone. Doualiya, ça veut dire international en arabe, mais qui est française, hein, qui émet depuis Paris aussi, sur le proche Moyen-Orient. France 24, c'est en français, en anglais, en arabe, en espagnol. C'est une chaîne d'infos continue. Donc vous voyez que c'est des formats différents. Actualité, info continue, généraliste pour MCD. C'est important les formats, parce que le rapport à l'info, c'est-à-dire au contenu de ce qu'on raconte, est aussi soumis à des rythmiques différentes et à des durées différentes, à un rapport à la profondeur de l'info différent selon les formats. Donc, alors on est présent... dans 384 millions de foyers pour France 24. Le plus gros réseau FM du monde, c'est RFI qui l'a. 156 émetteurs FM, plus long court, plus le satellite. Et Monte Carlo Doualiya aussi est très bien distribué dans le monde arabe. Chaque semaine, notre groupe touche 176 millions de personnes dans ces 15 langues. En radio, en télé et dans les environnements numériques qui sont ceux qui vont sans doute beaucoup nous intéresser. Et alors forcément... Quand on couvre le monde, quand on fait une actualité mondiale, on est confronté depuis longtemps à ce que tu as vécu parfois avec ton logo France Inter. Ça, c'est rien par rapport à ce que vivent les journalistes de RFI dans les pays. En effet, et alors en plus, je veux dire, bien que nous soyons des chaînes indépendantes, hein, on a la chance d'être dans une démocratie où le service public, ça n'est pas un service gouvernemental, c'est un service public. Donc l'article 1 qui définit nos missions dit que nous sommes indépendants du gouvernement et des pouvoirs économiques aussi. Nous avons d'ailleurs un encadrement très strict de la publicité. Donc évidemment, c'est pour notre indépendance. Donc, bien qu'on soit totalement indépendant et pas du tout des chaînes gouvernementales, d'ailleurs même YouTube nous qualifie de chaîne publique et pas gouvernementale, puisqu'il tague les chaînes, par exemple. Alors, on s'appelle France. Radio France Internationale, France 24. Alors Monte Carlo Doualiya, il n'y a pas le mot France, mais Monte Carlo, dans le reste du monde, ça sonne français aussi. Et France Média Monde aussi, il y a France. Et je veux dire, on cache absolument pas ça. Hein. On n'abrège pas, on ne dit pas F24. Bien sûr, on dit RFI, mais c'est tellement... RFI, ça fait longtemps, tout le monde connaît. Donc on revendique, oui, on a un point de vue singulier sur le monde, qu'on partage tous sans le savoir ici, puisque j'imagine qu'on vit tous en France. On ne le sait même pas, parce qu'en général, on n'est pas d'accord, les Français, hein, entre nous. Mais vu d'ailleurs, c'est incroyable qu'on adore débattre, on adore les idées, on invente. On est un peuple assez philosophe, un peuple épris de liberté, capable de descendre dans la rue un 11 janvier 2015. Un peuple dont John Kerry a dit à ce moment-là en français, c'est le peuple qui a inventé la liberté, il l'a dit en français. Bon, alors, c'est pas la peine de faire cocorico non plus, hein, mais... ça fait du bien parfois de se regarder de l'extérieur. Et notre point de vue est singulier. Donc on revendique, oui, on s'appelle France, on n'est pas gouvernementaux, mais on s'appelle France. Et donc on est singulier, et donc parfois on est visé. Par exemple, hier, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, on m'a traduit, parce que je ne parle pas arabe, qu'il y avait une capture d'écran de France 24, avec le logo de France 24 rayé en rouge,
Et il était indiqué France 24 est de mèche avec l'armée algérienne. Donc demain, vendredi, jour où les Algériens, vous le savez, manifestent depuis plusieurs semaines, demain, n'affichez aucune pancarte avec des slogans anti-armée, parce que France 24 a pour tâche de les passer en boucle pour que l'armée puisse réagir et vous écraser. Voilà ce qui était écrit. Donc on a dû réagir à l'antenne, passer cette fausse information. En français, le mot exact, c'est infox. On ne dit pas fake news, hein, on dit infox. Donc voilà, il y a quelque temps de ça, toujours France 24, avec le logo de France 24, etc. En Tunisie, France 24 annonçait la mort du président tunisien, avec un détournement de logo. Tous les jours, RFI, le logo de RFI, son habillage est pillé en Afrique pour raconter des salades qui n'ont rien à voir avec ce que dit notre antenne. Donc nous, on est vraiment... Et évidemment, ça va de l'intimidation, des fausses nouvelles, au retrait d'accréditation. Je pense qu'on a dans la salle, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, enfin bon, on a eu un retrait d'accréditation en RDC juste pendant les élections là. Ça, encore, je suis désolée Florence de dire ça, mais c'est presque le moins pire, hein, parce qu'on a des gens qui sont mis en prison. Hein, on a eu un correspondant au Cameroun qui a passé 2 ans et demi, qui a été condamné à mort, puis condamné à 10 ans de prison, etc. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de 2 ans et demi à le faire sortir. On n'a jamais lâché l'affaire, hein, mais on a eu des correspondants torturés au Burundi et qu'on a exfiltrés, qui travaillent maintenant dans notre rédaction à RFI. Donc, et c'est toi qui les as cités, Ghislaine Dupont, Claude Verlon, mais je peux dire aussi Jean Hélène et puis Joanne Sutton avant. Au cours des dernières années, des 15 dernières années, il y a eu 4 morts à RFI sur le terrain. Alors, la première, c'était sur une scène de guerre, mais les 3 autres ont été assassinés, sauvagement assassinés. Et le pire, c'est l'impunité, puisque au fond, c'est un permis de tuer s'il y a une impunité. Si derrière... Ce que vous disiez, monsieur le maire, Reporters sans frontières va venir, d'ailleurs, je crois que Christophe Deloire, il va venir. Alors, il y a évidemment les gens mis en prison, etc. Mais si, quand on assassine un journaliste, on est tranquille, on continue sa petite vie, c'est comme si on donnait un permis de tuer. Donc, c'est très, très important, la répression. C'est pour ça que moi, j'avais été sensible au fait que la France avait mis sur la table de l'ONU, au moment de l'assassinat de Ghislaine et Claude, juste derrière, en leur hommage. Ils ont été assassinés le 2 novembre 2013, que le 2 novembre deviendrait la journée de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Bon, alors il y a une journée à l'ONU, il y a une journée mondiale, on va avec l'UNESCO, on fait des choses, mais je ne suis pas sûre que beaucoup de gouvernements se mobilisent sur cette question. Alors justement, Marie-Christine, comment on réagit quand on apprend la mort de journalistes de son équipe, de sa rédaction? Comment la présidente de France Médias Monde intervient et réagit à ce moment-là, en dehors de l'aspect humain, évidemment, parce que je suppose que c'est un choc absolu, mais... Je pense que pour tout le monde, on a vécu une vie avant et on a une vie après. Je crois personnellement, je pense qu'on n'est plus la même personne après. Et que Dieu merci, ça ne s'apprend pas et on ne s'habitue pas à ce genre de situation. Donc on fait de son mieux. On s'y attend ou pas? Non. Jamais? Moi, je veux dire, malgré les menaces, malgré les intimidations? Non. On ne se dit pas que ça peut arriver? Non, parce que d'abord, nos journalistes ne sont pas des têtes brûlées, ce n'est pas des baroudeurs, ce n'est pas des gens qui veulent faire un scoop, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas la culture d'entreprise. Et donc, on fait les choses en ayant des précautions. Alors, ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'on a eu un glissement progressif de statut des journalistes sur les zones de crise, y compris sur les zones de manifestation. Hein. Ça va de la zone de guerre à la zone de crise de la manif à côté. Il y a eu un changement du statut de journaliste. Sur les zones de crise, on a pu voir qu'il passait d'un statut d'observateur neutre, où il y avait, quand on avait le brassard journaliste, normalement presse, c'était qu'on était là pour témoigner. Donc ça protégeait un peu. Ça vous protégeait. C'est devenu rapidement une cible, hein, qui valait presque mieux pas l'avoir, parce que... Donc, par exemple, pour Ghislaine et Claude, ils ont été enlevés. Hein, et il y a eu toute une série d'enlèvements avec soit des rançons, soit des assassinats monstrueux de Daesh. Bon, c'est parce que, évidemment, un journaliste intéressant, c'est une belle prise. Ça a un média, donc on parle. C'est son métier aux médias. Donc, on va avoir un retentissement, un impact, un effet de pression. Donc, il y a eu un changement.
même de la nature des risques qui s'est produit, allant jusqu'aux cyberattaques. Pendant que je vous parle là, on fait l'objet d'une cyberattaque assez massive, et on prévient les collègues en ce moment même, avec une violente attaque de nos médias. Il y a des mois, on a 2 millions de tentatives d'intrusion dans nos médias. Hein. Vous vous souvenez peut-être que TV5, il y a quelques années, a failli en mourir. Hein. Donc nous, comme c'était des chaînes d'infos multilingues avec des langues délicates, on avait des barrières de protection plus fortes. Mais donc alors ce qu'on fait, évidemment, il y avait des mesures de sécurité. C'est vrai qu'elles n'avaient pas été conçues peut-être à un moment où il y avait des prises d'otages et des assassinats aussi sauvages. Je rappelle qu'en 2013, nous, on commençait à voir arriver Daesh, mais le grand public l'a vu un peu plus tard. Hein, et les attentats, ils sont arrivés en 2015 en France. Donc nous, on suivait des choses qui se passaient, mais c'était pas encore aussi visible. Ben, la société venait de fusionner. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette société-là, c'est la seule du service public à être à la fois radio, télé, numérique, média global. Donc elle avait fusionné, et donc on a créé une direction transverse de la sûreté. On a créé des procédures très strictes avec une cartographie des risques dans le monde et des procédures attachées à chaque zone. Un arrimage avec le directeur de la sûreté, un suivi, parce que il y a l'antenne, ce qu'on raconte à l'antenne quand on est sur une zone délicate, et puis il y a quand on est hors antenne, ce qu'on fait. Et des formations qui existent maintenant depuis 2014 ou 15, enfin depuis plusieurs années, qui sont ouvertes à tous les journalistes pour s'aguerrir et connaître tous les aspects d'une zone de crise, y compris la gestion de sa peur. Je pense aussi qu'il fallait arrêter de se dire qu'un grand reporter, c'était un Superman. D'abord, c'est des femmes, beaucoup. Donc on s'en fout d'être des Superman, nous. Mais on est même des Superwoman, on veut juste faire le boulot, quoi. C'est bon. Ça dépend. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on a le droit d'avoir peur. Dire sa peur, ça fait partie de la protection. Débriefer quand on rentre de mission, y compris sur ses émotions, ça fait partie de la protection. Il ne faut pas oser avoir peur il faut oser le faire, quoi. Donc dans cette formation, on parle de tout, y compris des agressions sexuelles qui existent pour les hommes et pour les femmes journalistes, qui sont aussi des moyens de pression. C'est un métier difficile. Alors ça allait bien tant que c'était un métier glorieux, au fond, parce qu'on porte l'information, c'est la démocratie. Et tout d'un coup, en plus, on se fait insulter. Alors je le dis d'autant plus, je ne suis pas journaliste. Hein. C'est un métier trop sacré pour que je prenne ma carte de presse, même si je suis responsable de publication. J'ai pas fait cette formation. C'est un vrai métier. Donc j'aide les journalistes à faire leur métier, mais je ne suis pas journaliste. Mais c'est terrible tout d'un coup de se faire insulter parce qu'on est journaliste. Mais les menaces de mort, nous on les a depuis des années sur les réseaux par exemple pendant Charlie Hebdo et tout ça, nos journalistes arabophones qui ont montré la une de Charlie. Tout est pardonné. Vous vous souvenez, la une d'après. Chez nous, on a montré en anglais, en français, en arabe. Les chaînes anglophones ne montraient pas cette une-là. Hein. Et on a reçu des tombereaux d'insultes, des menaces. Il a fallu protéger des gens. On a eu des journalistes qui ont vécu sous protection parce qu'ils étaient spécialistes du djihadisme en France. Des gens qui se sont expatriés parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en étant sous protection tout le temps. Donc c'est dur. C'est dur. Et on le fait parce que ça a du sens. Ça a tous les sens que vous avez évoqués, monsieur le maire, et que tu as évoqué, Emmanuel. Et je pense qu'on a le droit d'être idéaliste. Moi, je le dis sincèrement, je suis complètement idéaliste. Je trouve que le cynisme, c'est l'arme des faibles. Et donc, je suis idéaliste et je crains que tout le groupe le soit, parce que tous les gens que je connais dans ce groupe, et notamment il y en a quelques-uns dans la salle, je pense qu'ils portent des valeurs, ils donnent du sens à leur vie, ils pensent qu'on peut améliorer un peu le monde, même si parfois ils nous désespèrent en ce moment. Alors, la différence avec les autres groupes médias publics en France, c'est que vous avez des émetteurs un peu partout dans le monde. Oui. Et donc, vous représentez évidemment l'image de la France. TV5 Monde émet, mais depuis la France, dans plein de pays, avec des émetteurs aussi. Vous avez une particularité, parce que comme vous l'avez dit, vous avez une radio, une télévision qui couvre comme ça l'actualité du monde, dans des pays qui sont en guerre souvent, ou qui sont dans une instabilité sociale et politique. Et alors certains se posent la question justement par rapport au groupe Radio France ou au groupe France Télévisions, de se dire France Média Monde, vu qu'il y a une parole politique, et qu'il y a un rôle politique de la France, de rôle politique évidemment du média extérieur. J'y viens. Comment vous faites pour gérer la diplomatie et la liberté d'informer? Est-ce que vous êtes contraint par une forme de diplomatie? C'est une question qu'on peut se poser.
Alors, plusieurs choses. D'abord, la principale différence, moi je dirais que c'est le multilinguisme. Parce que, pardon, mais Oui. gérer 66 nationalités, 15 langues dans une sorte de merveilleuse tour de Babel qui n'est pas à Orléans, malheureusement, mais qui a ici les Moulineaux, se frotter comme ça dans cette diversité qui se voit même physiquement avec une énergie, je trouve, parce que c'est le contraire de la bêtise de vivre en permanence avec tout l'arc-en-ciel de toutes les nuances de couleurs de peau du monde Ouais. dans un même lieu. Ouais. Je trouve que ça ouvre beaucoup les chakras, ça ouvre beaucoup l'esprit. Donc c'est plutôt ça. Alors cette caractéristique, c'est ce qui je pense, nous différencie peut-être beaucoup des médias nationaux qui sont beaucoup plus souvent parisiens. Hein, donc cette ouverture sur le monde et ce sens de l'altérité, parce que nous parlons à l'autre en permanence. Alors la diplomatie dans tout ça, si les ambassadeurs t'entendraient, ils t'embrasseraient peut-être de se dire chouette, est-ce qu'on pourrait appeler RFI, on pourrait appeler France 24 ou Ah, c'est pas dans le sens que je dis ça, moi. Non, mais moi je le dis pour que, que les choses soient claires. Pour leur dire, vous êtes un outil diplomatique, donc vous devez dire ça, par exemple. Non, mais il y a de la diplomatie parce que parfois il faut défendre, comme vous le dites, les journalistes. Parfois il faut, il faut intervenir quand des émetteurs sont fermés ou quand on essaye de vous empêcher de diffuser, et que du coup, évidemment, le gouvernement s'implique à ce moment-là pour défendre France Média Monde. D'accord, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que, j'allais dire, les ambassadeurs, autant jamais ils n'interviennent pour faire pression sur nous. Ils ont le droit, comme n'importe quel citoyen, d'avoir un point de vue et de l'exprimer, évidemment. Et il y a toujours un lien, nos correspondants parlent aussi évidemment aux ambassadeurs et on parle aussi au ministère des Affaires étrangères, mais justement, on ne serait pas crédible si on était un outil diplomatique, on n'aurait aucun intérêt au fond. C'est précisément parce qu'on exerce notre sens critique et qu'on n'a pas d'agenda caché et qu'on ne sert pas la soupe et qu'on n'est pas des chaînes de propagande qu'on peut exprimer cette conscience profonde, voire cet inconscient profond de la France, qui n'est pas résumable à un parti, à un gouvernement, qui est plus vaste et qui porte un peu de chacun de nous, là. C'est une sorte d'inconscient collectif plutôt que de conscience profonde ou inconscient collectif à la Jung, je ne sais pas, mais on ne sait même pas pourquoi on est porteur de ça, mais on le sait quand on s'entend à l'extérieur qu'on a une signature singulière. Et c'est ça qu'on porte. Alors, les ambassadeurs, c'est vrai qu'ils sont, je le salue, ils sont super quand on a un problème. Quand on passe un coup de fil et qu'on dit qu'un journaliste est en danger ou qu'on lui a retiré son accréditation ou qu'on a peur qu'il ne puisse pas embarquer dans l'avion, j'ai jamais vu un ambassadeur pas faire le boulot. Hein. Et donc je les salue, les mettre à l'abri et intervenir et franchement et être au procès présent. Quand notre correspondant au Cameroun, on a eu 24 procès, je pense, un truc de fou pendant 2 ans et demi. Il était là à chaque procès, hein. Nous aussi, mais lui aussi. Et d'ailleurs, les ambassadeurs européens, ils étaient tous là. Il y avait même l'Italien qui venait, etc. Enfin, ils venaient tous pour montrer qu'il y avait une pression, un regard de l'Europe. Donc, voilà. Après, donc, on ne vous dit jamais, n'allez pas sur telle zone, évitez ce type d'information parce que c'est un peu chaud politiquement dans ce pays-là. Il n'y a aucun ambassadeur qui intervient et qui vous empêche de faire votre travail. Il n'y a aucun compromis, c'est ça la question en fait. Non, je ne crois pas. Les compromis, enfin, si on doit en faire, en fait, c'est nous qui, d'abord, on connaît bien la politique internationale et on connaît bien la situation des pays. Parfois, on la connaît même très très bien. Hein. Il y a des experts, des correspondants, des services qui sont spécialistes. Mais c'est nous qui arbitrons. Moi, je dis aucun reportage ne vaut une vie. Aucun reportage ne vaut une vie. Mais pourtant, on ne peut pas accepter de se taire quand il y a un danger, seulement parce qu'il y a un danger. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. On sait que le silence est la source de toutes les exactions, de tous les abus, de tous les non-droits, de toutes les catastrophes humaines. Donc on ne peut pas se taire pour autant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est repousser le risque. Alors, bien sûr que pour évaluer le risque, on parle au Quai d'Orsay, on parle aux ambassades, on parle au ministère de la Défense, on parle à des relais qu'on a dans les pays, on se renseigne. Mais ensuite, on ne prend pas nos ordres. Évidemment que si, dans la cartographie du MAE, qui nous sert pour faire nos propres cartographies, je parlais de cartographie des zones de risque, ça nous sert, les zones vertes, les zones rouges, les zones oranges, évidemment qu'on regarde. Mais parfois, on va aussi en étant du mot embedded, enfin, on est avec, on va partir, ça nous arrive de partir avec, je sais pas, on était avec Serval parfois, on peut partir avec un convoi de l'ONU, donc on y va quand même. Disons que nous, on n'applique pas la carte touristique. On n'est pas des touristes à France Média Monde. Donc, mais quand même, on a nos propres sources et on écoute le quai. Parce que je fais très attention parce que pour certains, on serait la voix de la France.
D'abord, ce mot-là, la voix de la France, ça a été utilisé sous Vichy. Ça n'a pas laissé un bon souvenir dans l'ancêtre de RFI. Donc, on n'est pas la voix de la France parce que c'est sous-entendu une voix officielle gouvernementale. Non. Il y a peut-être d'autres médias internationaux qui le sont. Nous, non. Et c'est la chance d'une grande démocratie. Pour ça aussi, il y a des conditions. Notre financement est par exemple un vrai sujet. Récemment, il semble qu'on remette en cause par exemple la redevance que vous connaissez peut-être, que vous n'aimez peut-être pas dans le public, je suis désolée. Il paraît que ce n'est pas un impôt populaire. Mais ce n'est pas un impôt. Vous, citoyens français, vous payez pour l'indépendance de vos médias, de services publics, Radio France, France Télévisions, France Média Monde, qui portent notre pays dans le monde. Alors c'est du concret, parce qu'en échange de quoi? Moins de 12 € par mois, vous avez la certitude d'avoir des rédactions professionnelles, d'avoir une parole qui défend notre point de vue dans le monde quand il est bafoué. Vous avez des fictions de qualité, du cinéma, des documentaires remarquables. Tout ça, vous savez que le service public finance 50% de la fiction audiovisuelle en France, que si tout d'un coup il n'avait plus de moyens, nous n'aurions plus cette autonomie de la création qui est aussi importante que notre autonomie de la volonté. Donc, moi, quand je suis à l'étranger, qu'on me dit « Ah, vous êtes une chaîne gouvernementale », je dis non, je suis nommée par une autorité indépendante. Je ne suis pas nommée par l'État. Nous sommes financés par une recette dédiée, qui n'est pas le budget de l'État, qui est une recette affectée par les citoyens français. Moi, je suis financée directement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est une façon de parler du Sud. Nous sommes financés. Nous sommes financés par vous, par les... Moi, c'est ma fierté. Quand je suis à l'international, savoir que c'est les citoyens français qui portent ce que nous faisons, moi, ça me stimule. Et puis aussi, on ne dépenserait jamais un quart de centime si ce n'était pas utile. On fait attention à tout, on rogne sur tout, parce que c'est l'argent du peuple français. Je confirme. Donc, c'est très important d'avoir ce lien direct. Vous voyez, pour moi, c'est un sens. Donc, si on me l'enlevait en me disant « mais vous êtes une dépense budgétaire parmi d'autres » et ce n'est pas les citoyens en direct qui disent « vous êtes notre média », je serais désarçonnée. Et par ailleurs, notre cahier des charges écrit cette indépendance. C'est même, je pense qu'en grattant bien, on doit trouver que c'est un principe constitutionnel. Et c'est ce qui fait une démocratie. Il ne faut pas toucher à ça. Si j'ai le droit de dire ça, parce que c'est le gouvernement qui décide sans doute des moyens de financement, mais je le dis. Je le dis. Ouais. Au nom du secteur public, je ne sais pas si je peux parler au nom des autres. En tout cas, je le dis au nom de France Média Monde. Mais on a besoin, de toute façon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais envie de le dire, tu me donnes l'occasion de le dire, c'est qu'on a besoin des politiques, finalement, pour garantir la crédibilité aussi des médias. Quand on a des hommes politiques ou des membres du gouvernement qui vont dans certaines émissions, bref, on a compris, ou qui dénoncent ou qui dénigrent certaines autres émissions, qui sont des émissions d'investigation, qui garantissent aussi la liberté d'expression, la liberté de la presse. Tout ça, ça fait du mal aux journalistes. Et au final, on se retrouve avec, effectivement, comme on disait tout à l'heure, des espèces d'idioties, hein, de chahuter une voiture parce qu'il y a un logo dessus, ou d'aller attaquer des journalistes, même de BFM TV. On n'aime pas trop BFM TV tous les deux, mais on s'en fiche. Enfin, c'est pas. Non, mais bon, c'est pas. On n'a pas la même ligne éditoriale. On n'a pas la même ligne éditoriale. Mais moi, je me battrais. Mais ce sont des journalistes, voilà, bien sûr, ce sont des journalistes qui se font attaquer. Et c'est vrai que les hommes politiques, les personnalités politiques, quels qu'ils soient, ont un rôle considérable pour défendre les journalistes. Mais bon, la plupart, enfin, je pense qu'on a en tout cas aujourd'hui, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir les Voix d'Orléans, les éditos, la façon dont c'est conçu. Et c'est pas des journalistes qui ont conçu cette chose, donc je pense que le dialogue, c'est pas avec les hommes politiques au fond que ça me fait le plus peur. Je voudrais qu'on parle des infox, du numérique, des GAFA. Moi, c'est ça qui me fait peur par rapport au journalisme professionnel, qui est devenu une sorte de... On a banalisé, on est dans la post-vérité, donc l'expert et le quidam se valent, une vérité, un mensonge, tout est affaire d'opinion, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge, c'est un point de vue, c'est une liberté, on se sert même de la liberté d'expression pour la tuer. Donc ça, je pense que si on parle des politiques, on a des choses à se dire là-dessus, il y a un enjeu, il y a à plusieurs niveaux, parce que vraiment, moi, le changement d'échelle qu'a permis le numérique par rapport à Beaumarchais, je veux dire, ça change presque la nature de la chose. Ça devient une arme de guerre.
Ça devient une arme antidémocratique, en effet. Le maire le disait tout à l'heure. Et on est à la veille d'élections européennes qui sont les élections de tous les dangers. Chacun de nous doit se dire « l'infox ne passera pas par moi ». Chacun de nous est responsable, pas seulement les journalistes, pas seulement le juge. Chacun de nous, vous disiez tout à l'heure que plus de 70% des infos sont reroutées. 79, 80% reroutées. Ça veut dire que ça passe par chacun de nous. On retweet, on re-ceci, on re-cela, on partage. Donc on est responsable. Chacun de nous porte le poids de la responsabilité des infox. Comme on disait, le sida ne passera pas par moi, on doit dire les infox ne passeront pas par moi aujourd'hui. Alors ça implique quoi? Ça implique quoi? Ça implique l'éveil de la conscience. Ça commence donc à l'école. Ça commence à l'école. Ça commence dans les programmes scolaires. Alors nous avons développé, d'ailleurs c'était au lendemain du 7 janvier 2015, l'éducation nationale nous a demandé ça. On a développé des produits spécifiques pour les enseignants, notamment Info-Infox. C'est sur le site de France 24 si vous voulez le voir. C'est pédagogisé chaque année. C'est en 4 langues parce que les autres pays nous le réclament. Et c'est pour aider les élèves, les plus petits, même on commence au CE1 avec Info-Intox. Il faut vraiment le faire, à développer leur sens critique. Alors, on peut développer son sens critique en matière de littérature, de tout. Mais là, c'est grave parce que très très vite, dès 7-8 ans, ils peuvent être sur des réseaux sociaux. Hein. Ça commence. Hein. Donc, s'ils n'ont pas les armes, ils sont ensevelis et c'est foutu. Donc, dès le plus jeune âge, il faut éduquer les enseignants d'abord. C'est pour ça qu'on en avait une trentaine hier. Chaque année, on les reçoit. C'est pour ça que nos journalistes vont dans les salles de classe. On a dû rencontrer 1500 élèves là, pendant la semaine des médias à l'école. Radio France le fait, France Télé, le service public. Nous, on le fait évidemment à l'échelle de la planète. On a un devoir. Et tous les journalistes, d'ailleurs, retraités, moi, je pense qu'il faut faire une association. Et il faut aller dans les écoles, pas seulement pendant la semaine des médias à l'école. Il faut aider les enseignants parce qu'ils n'ont pas toujours les clés non plus et c'est dur. Donc on a un enjeu sur l'éducation. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est à notre niveau, c'est de riposter. Nous, c'est notre label. Nous sommes médias de service public, et d'ailleurs, les médias français en général, professionnels, c'est de la certification, donc c'est notre premier boulot. Et puis, il faut lutter ensemble tous, contre les infox. Alors, nous, on est dans il y a un groupe international qui s'est constitué là, pour les élections européennes, avec des médias dans chaque pays, pour lutter contre toutes les infox qui vont arriver sur les élections européennes. Déjà, vous savez qu'on a vendu l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Vous êtes déjà au courant, donc ça, c'est fait. Mais vous allez voir, il va y en avoir d'autres. Donc, donc ça, il faut... Vraiment, hein, c'est aux armes citoyens. Hein, aux armes citoyens. Il faut lutter contre les infox. Donc, nous, on va le faire. Ça, c'est les médias, OK, mais ça ne suffira pas. Et puis, il y a quand même le juge et il y a quand même la loi. Alors, il y a le juge. Bon, il y a eu une loi qui est passée pour les périodes électorales. Mais moi, je pense que la loi n'est pas allée jusqu'au bout de la démarche et on va parler des GAFA. Moi, s'il y a un titre de journaliste sur Internet que je n'ai pas fait, hein, je ne fais pas les titres, justement dans un média démocratique, la PDG n'est pas responsable de la rédaction. Donc, les titres. Tout d'un coup, j'ai un titre, il y a une connerie dans le titre, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est moi qui vais à la chambre correctionnelle numéro 17. Hein. Je vais, j'assume, je suis responsable de publication. Et c'est pas moi qui l'ai écrit, le contenu. Mais voilà. Alors j'ai de la chance, parce que comme c'est des pros, j'ai été condamnée en une seule fois dans ma vie, alors que si vous voyez ce qu'on produit comme journaux, je devrais l'être tous les jours, mais non. Bon, donc ils bossent bien à France Média Monde. Bon, j'ai été condamnée une fois, et si d'ailleurs on m'avait montré la raison, j'aurais tout de suite plaidé coupable parce qu'on avait fait une connerie. On avait fait une connerie, il faut le reconnaître quand on fait une connerie. Mais donc, pourquoi est-ce que le patron de Facebook, lui, il n'est pas coupable de rien? Pourquoi il n'est pas responsable de publication, lui? Peut-être ce serait un gros stimulant pour pas laisser faire de raconter n'importe quoi. Donc, tant que c'est... Alors, en plus, il y a des algorithmes qui décident, qui entravent la liberté d'expression. Là aussi, vous avez évoqué ça. Mais enfin, vous avez l'iPhone, là, ou les téléphones comme ça, là, vous avez vu? Il y a un truc qui s'appelle... bon, alors moi, c'est Apple truc, là, ça s'appelle News. Évidemment, en anglais, bien sûr.
Ça aussi, hein, la colonisation par le franglais, bon. Alors, mais bon, là, c'est Apple, Marie-Christine. oui, Enfin, mais bon, c'est bien, Apple on en défend la français, ça francophonie. s'appelle Info, par exemple. Non, mais, Oui, oui. pourquoi pas? Oui. T'en fais pas que c'est écrit en français, les Oui, articles oui, hein, dessous. oui, c'est vrai. Donc, ils sont pas fous, hein, ils les écrivent pas en anglais. les Non, mais articles. tu prêches un Bon. convaincu, tu sais Donc bien. alors, là, vous avez quatre infos qui ont été sélectionnées. Carnaval étudiant de Caen, une centaine d'ananas, affaire Benalla. Bon. Alors à Lyon, des croix gammées et un divorce à 36 milliards de dollars. Pourquoi il y a ces 4 infos-là? Vous savez que si vous en lisez une des 4, vous pouvez réaliser à vous tout. Enfin, quand il y en a une comme ça, 50% du score annuel du site est fait avec si c'est affiché là. Parfois, quand vous cliquez, c'est payant ensuite. Alors, vous ne pouvez même pas lire l'article. Et on vous demande aussi, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pille toutes vos données personnelles? Vous avez remarqué? Ça, c'est parce qu'il y a la loi. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut demander aux gens leur consentement. Ouais. Donc maintenant, vous êtes en plus obligé de dire oui. Avant, vous auriez pu dire non après. Là, vous êtes obligé de dire oui pour lire l'article. Alors ça, il y en a marre, moi, je trouve, de ça, là. Hein. Sans compter, donc, les algorithmes, ils changent. Bon, là, c'est un algorithme, évidemment, qui vous choisit vos sujets. Mais les algorithmes, ils changent. Facebook. Alors, nous, on est mondiaux. On a 15 langues. Et on a un budget, très sincèrement, extrêmement svelte par rapport au budget des concurrents. Alors que ce soit les Américains, j'ose même pas, parce que là, ils ont un petit côté overweight, mais je sais parce que c'est les Américains que je parle en anglais. Bien sûr. Mais je contrôle. Hein. donc, alors, eux, ils Je sont, suis sur mes gardes. mais les Allemands, qui sont nos plus petits concurrents, ont quand même 100 millions d'euros de plus que nous. Hein. Moi, je dis toujours, donnez-moi 100 millions de plus et je vais vous décrocher la Lune avec France Média Monde. Hein. On ira, on mettra un émetteur FM de RFI. Hein. Non mais franchement, parce qu'on est très efficient. Bon, donc ils ont tous beaucoup plus d'argent que nous les autres. Attendez, ça y est, j'ai perdu le fil. Ça devait m'arriver. Facebook. Facebook. Donc Facebook, il change d'algorithme, il décide comme ça, et, et vous disparaissez. Alors sur Facebook, oui, on est les premiers. Pourquoi? Premier média français sur Facebook, RFI, France 24. Parce que comme on n'a pas d'argent, il faut bien qu'on trouve des moyens d'aller chercher les publics à l'international et les jeunes. Et ça, c'est mondial comme réseau. Donc, avec nos différentes langues, comme on n'est pas mauvais pour savoir se faire remarquer sur Facebook, on va chercher beaucoup de public. C'est pour ça qu'on a 176 millions de contacts. On en a 46 millions hebdomadaires sur l'univers numérique. Chaque semaine, on touche 46 millions de personnes. Mais Facebook décide de changer d'algorithme. En janvier 2018, Facebook décide qu'il faut prioriser les liens famille, copains, tout ça. Et donc, les médias, pof. En 2 coups de cuillère à peau, on disparaît des réseaux. On n'est plus dans les offres qui remontent. Alors, évidemment, on fait une stratégie de contournement, on est remonté après. Sauf que pendant 6 mois, eh ben, on n'était plus là. La liberté d'expression des gens, ils n'ont plus le choix, puisque c'est l'algorithme qui leur propose des trucs, qui leur repropose ce qu'ils ont choisi. S'ils ont ouvert une fois un site avec une idée imbécile, je sais pas, raciste, antisémite, on va leur reproposer tout le temps. C'est quoi ce monde de fous? Donc, il faut que ces GAFA soient responsables. Ils doivent avoir un statut d'éditeur. Je ne sais pas. Moi, ils sont payants? Pas forcément. Moi, je ne suis pas payante. Je veux dire, enfin, oui, on a la redevance. Vous payez la redevance. Bon. Et vous, du coup, vous faites un peu cadeau aux étrangers du monde entier qui nous regardent. Ouais. Bon, ils nous font de la pub. Ils font de la pub, les étrangers. Et ils nous offrent parfois notre distribution, donc bon. Mais enfin bon, en tout cas, et autre point des GAFA, avec leurs algorithmes, c'est eux qui gardent tout l'argent des recettes. Il y a un déphasage entre ceux qui financent les contenus et où va l'argent. Il ne va pas chez nous. Quand on fait un super contenu qui fait des tas d'audiences sur Facebook, tout ça, Ouais. vous avez la pub, elle va chez Facebook, elle ne va pas Ouais. chez nous. Les données qu'ils récupèrent sur vous tous, ils les offrent à des annonceurs pour vous cibler mieux. Ça ne vient pas chez nous. Voilà, donc vous voyez une femme un petit peu en colère, mais déterminée. Bien, on va laisser la parole au public, Marie-Christine. Ouais, pardon, excusez-moi. Avez-vous des questions pour Marie-Christine Saragosse? Il y a un micro qui peut tourner dans la salle ou je peux venir vers vous. Bonjour monsieur, je vous tiens le micro. Votre prénom s'il vous plaît. Gabriel. D'abord, merci beaucoup pour cette intervention. Je partage tout. Vous avez beaucoup parlé des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Est-ce qu'il y a une politique de votre établissement, justement, pour une présence qui soit autre que la rediffusion ou la reprise stricte des contenus? Et quelle est un peu l'orientation, puisque vous avez beaucoup parlé de la spécificité de votre travail, quelle est l'orientation que vous privilégiez sur Internet?
Alors bien sûr que depuis, enfin en tout cas depuis que moi je dirige le groupe depuis 2012, on a une stratégie très délibérée, puisque dans nos médias, il y a des rédactions numériques, hein, qui nourrissent nos sites. Et on en a beaucoup parce que comme il y a toujours l'idée des 3 médias, 15 langues, le monde, ça fait toujours à chaque fois, nous, ça multiplie les offres, ça complexifie. Mais oui, il y a des rédactions dédiées. Il y a aussi du podcast, par exemple, des émissions qui sont reprises avec des journalistes qui pourront vous en parler, hein, ils sont là, qui eux-mêmes s'y mettent aussi, tweetent parfois pour dire ce quel va être le contenu de leurs émissions. Et je dirais qu'on ne change pas d'ADN. Moi, j'ai une phrase que je dis toujours, peu importe le flacon des supports, ce qui compte, c'est l'ivresse des contenus. Et donc l'ivresse des contenus, qu'il s'agisse de radio, de télé, de numérique, qu'il s'agisse de Facebook, de Google, je sais pas quoi, de Twitter, de Vibe, de machin, Instagram. Bon, quelque part, on se réinvente pour être soi-même sur chacun, mais pour être soi-même. On oublie, on va pas servir la soupe parce qu'on serait sur un truc, il faut être jeune, alors on va pas dire le truc comme ça. Donc on fait pas ça. Enfin, par contre, il faut dominer la technique pour pas qu'elle vous domine. Elle doit obéir. C'est des supports, c'est au service du contenu. Donc le contenu, il doit prendre le dessus. Si on se rend compte que sur tel type de support, si on fait un trop long article, il ne sera pas lu. Si on monte un extrait qui n'est pas assez comme ci ou comme ça, si on ne peut pas le voir sans le... Parfois, on fait de la vidéo mobile, y compris RFI. Hein. La vidéo mobile, c'est une écriture particulière pour la radio. La radio est très bonne, justement. Parce que comme elle ne faisait pas de télé, elle adore la vidéo, qui n'est pas pareil. Donc on fait ce qu'on appelle du graphisme animé. Là, pour les européennes, par exemple, RFI va produire toute une série de petites vidéos qui sont du dessin, avec des chiffres qui vont vous expliquer des tas de contre-vérités sur l'Europe. Bah, on sait que ça marche, la vidéo mobile, sur les portables. Pourquoi ? Parce que quand je suis avec mon portable, il y a du bruit. Et la vidéo mobile, elle écrit ce qu'elle raconte, ce qu'elle montre, et donc je vais la regarder en mobilité. Donc on sait que si on veut être regardé par des jeunes qui circulent, etc., ou par des gens qui ne sont pas jeunes et qui circulent, il vaut mieux qu'on puisse être regardé sans être entendu. À d'autres endroits, on va mettre du podcast. Donc on apprend la grammaire, le vocabulaire de cette langue qui s'appelle numérique, qui a plusieurs variantes, qui a des patois selon les supports. Et on s'adapte parce que le contenu est tellement important qu'il doit aller là aussi et toucher ceux qui regardent aussi. C'est un peu ça notre philosophie. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très important de toucher les jeunes. Alors on est dans des pays en Afrique, il y a 60% de la population qui a moins de 25 ans, donc c'est important de les toucher, parce que si on ne les touche pas, ça veut dire que demain, on est mort. Et on les touche. On touche même, avec France 24 et RFI, 30% des moins de 25 ans. Entre 20 et 25 ans, on touche 30% de ces gens-là, on les touche déjà. Et l'âge moyen de notre public, c'est entre 36 et 40 ans. Donc on va les chercher. Mais on va les chercher aussi sur les réseaux sociaux, sur la mobilité, et on lâche rien. On lâche rien parce que, comme je le disais, on a le droit d'être un peu idéaliste, de penser que l'info libre est certifiée et professionnelle. C'est très important. C'est un socle pour la démocratie, mais pour la civilisation, pour la société, donc on y croit, que nos émissions qu'on réunit dans RFI Savoir sous forme encyclopédique, elles ont une valeur qui dépasse leur diffusion instantanée. Et on pense que les mots qu'au vent noir nous semons, eh bien, ils méritent d'être entendus longtemps. Donc on les garde. On fait une mission de service public. C'est beau le service public. On a une belle mission. Bien, merci pour cette réponse complète, Marie-Christine. Ça vous suffit ou vous... Non ? C'est parfait. Est-ce que vous avez une autre question ? Ils sont où les journalistes d'RFI ? Ils n'ont pas une question pour la présidente ? J'aperçois un auteur dans la salle, un auteur lauréat du prix RFI exact. Pour la poupée barbue, qui a été lu à Avignon l'année dernière et que je salue parce que ces prix, on n'a pas parlé de francophonie, mais dans la francophonie... On va en parler dans un instant. Ah bon ? Parce que voilà, c'est bien. Il va parler devant vous, je pense. Oui, on va se retrouver tout à l'heure, à 17h, avec un sujet sur la fiction et le réel. Comment on fait pour transmettre l'information ? Est-ce plus positif ? Est-ce plus favorable dans le réel ou dans la fiction ? Enfin, on verra ça ensemble. Ah, super. Oui, on verra ça tout à l'heure à 17h.
Et merci à Marie-Christine, effectivement, j'ai été lauréat de ce prix qui a eu une très grande résonance. Et, Théâtre. voilà, prix théâtre, une grande résonance et qui, voilà, grâce à RFI, provoque de l'engouement auprès des jeunes auteurs en Afrique. Ouais. Grand rôle d'RFI, effectivement. C'est vrai. Bon. Non? Ah, monsieur. Bonjour, une suggestion. Je vous tiens le micro. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un différentiel de moyens et de soutien entre l'Allemagne et la France. RFI aurait donc besoin d'argent, indépendamment de la redevance. Est-ce qu'on ne pourrait pas suggérer de créer une fondation de soutien à RFI faisant appel aux dons du public pour alimenter justement en moyens supplémentaires RFI? Est-ce qu'on peut applaudir ce monsieur? Eh ben, Voilà, vous savez que ça sera valable alors pour le reste des médias francophones publics. non. Hein? Non. Non. RFI, on a un fan des RFI. Non, mais évidemment, c'est quelque chose auquel on pense parfois. Alors, bon, pour créer une fondation, il faut déjà avoir immobilisé un capital d'1,5 million, je crois. On en est à pas avoir 1,5 million à immobiliser, hein, quand même. Donc, mais c'est vrai que c'est une idée qu'on a en tête et que si on... Enfin, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Alors, le risque qu'on a toujours quand on est pas très loin du budget de l'État, c'est que tout ce que vous gagnez d'un côté, on peut aussi éventuellement vous l'économiser de l'autre. Non, mais bon, là, on est en pleine transition. J'ai parlé de ça parce que le débat est actuel. Je pense quand même que d'avoir une recette affectée, indépendante, dynamique. Parce que, par exemple, nos charges, c'est quoi? On n'achète pas de programme. D'ailleurs, comme à Radio France, ça, c'est un point commun avec Radio France. Parce qu'en radio, on est en direct. On produit ce qu'on fait. Nous, on le fait 24 heures sur 24 dans 15 langues avec MCD. Radio France le fait en français sur différentes chaînes, mais on n'achète pas, on fait. Si on fait, c'est qu'il y a des gens qui font. Donc derrière les programmes, il y a des salariés. Notre budget, il est à 55% de la masse salariale. Donc cette masse salariale, ce n'est pas une recette qui est totalement stable. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui rentre à 25 ans à France 24 ou RFI, « Salut mon gars ». Dans 42 annuités et demie, tu gagneras toujours la même chose. Alors, il peut progresser individuellement, je veux dire, il peut changer de poste et tout ça, mais parfois, il est formidable dans ce qu'il fait. C'est un peu normal qu'au bout d'un certain temps, il y ait... Puis d'ailleurs, c'est obligatoire. C'est dans la convention des journalistes. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que les dépenses ne sont pas statiques. Donc, si on n'a pas une recette un peu dynamique qui suit le cours de l'inflation, on a un effet de ciseau chaque année. Bon. Alors la fondation, c'est en même temps une belle idée, ça me plairait, parce que ça raconterait cette histoire de lien et d'affection entre le public et ses médias. On va y penser très sérieusement. Mais vous n'êtes pas spécialiste des fondations pour venir nous faire un... Non. Bon. Non. Dommage, je vous aurais recruté. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, moi, je suis de parti pris puisque je suis journaliste à RFI, Radio France Internationale. Donc, je voulais non pas poser une question à Marie-Christine, mais souligner deux choses dans ce monde, enfin dans cette société française où les journalistes sont très critiqués. C'est d'abord, et là je me mets de côté, l'expertise des journalistes de RFI. Marie-Christine y a fait référence tout à l'heure, dans la plus grande modestie. C'est à souligner aussi. Hein. Ouais, nous ne faisons pas dans les journalistes People et autres journalistes de ce genre-là. Et la deuxième chose qui me concerne un peu plus, c'est que dans les émissions de RFI, nous avons le temps d'expliquer les choses. C'est-à-dire que dans cette critique récurrente que l'on adresse souvent à forte raison aux journalistes d'aller vite, de ne pas prendre le temps d'analyser, nous avons la chance d'avoir des émissions longues de 50 minutes par exemple, qui permettent de prendre le temps avec les spécialistes, les meilleurs spécialistes du moins on l'espère, de comprendre une situation, comprendre un contexte, comprendre un pays, grâce aussi aux correspondants sur le terrain comme Florence Maurice à Kinshasa. Et ça je voulais vraiment le souligner devant vous puisqu'on fait un peu de publicité pour RFI. Non, on n'en parle pas. Oui, non, mais on n'en parle pas suffisamment de RFI en France, mais c'est notre regret d'ailleurs. C'est notre regret, sauf Paris. Et voilà, je voulais souligner à la fois. J'ai un petit scoop alors, les amis de tous, parce que j'ai reçu ça ce matin. Nous serons, excusez-moi, ça s'appelle le DAB+ ou le DAB+.
nous serons prochaine. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas écouter RFI en FM, parce qu'on est qu'à Paris en FM, hein. Non. Ah, on a des reprises. Oui, alors on a des radios partenaires qui reprennent des morceaux, mais disons RFI en tant qu'RFI, on est qu'en FM. Tu gardes le Non, micro, je voulais simplement témoigner, ça c'est pas vraiment une question. Tu disais la France, on n'est pas bon. On a commencé, le DAB+, nous a permis d'être à Lille, Strasbourg et Lyon depuis l'automne dernier, depuis novembre, radio numérique, et on vient de recevoir l'autorisation pour Bordeaux, Toulouse et Marseille. Donc il y a 3 villes supplémentaires où l'État, parce que en vertu de la loi, c'est l'État qui préempte, a préempté pour nous, et le CSA, j'ai reçu la lettre ce matin. C'est pour ça que... Eh ben, il n'y a pas eu d'appel. Mais bon, écoutez, écoutez-nous sur appli en vous mettant en Wi-Fi, parce que vous pouvez même nous écouter parfois dans les langues étrangères. Les FM, il faudrait... Je rêverais de ça, hein. Et en même temps, c'est un petit peu plus cher que le DAB+, je dois vous dire. Une FM, ça coûte un peu plus cher. Mais nous ferions de la concurrence à Radio France, ça serait dommage. Non, mais non. On n'en ferait pas, puisque à Paris, je ne pense pas qu'on nuise à l'audience de... Non, je pense que ce serait... À une époque, dans toute la France, il y avait le réseau B de Radio France, le réseau ondes moyennes, et RFI y était avec les langues étrangères notamment, et ça s'est arrêté pour des raisons de coût. Je regrette beaucoup qu'on ne soit pas accessible, ce qui justifierait d'ailleurs d'autant plus qu'il y a une fondation pour nos amis. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Et merci à toi, c'était très... temps, c'est un point... Juste, en tout cas, le maire en a parlé aussi, le temps, c'est essentiel. Je pense qu'on va trop vite et que c'est bien d'avoir une radio d'actualité, je dis parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais une chaîne d'infos continue, c'est autre chose. Elle fait des scoops, elle fait... Ça répond à 2 attentes différentes. Il y a une complémentarité dans le service public pour répondre à cette question de la concurrence éventuelle. Je sais qu'à Radio France, on est nombreux à aimer que RFI diffuse à Paris parce qu'on l'écoute et parce qu'on se dit que ce serait bien que ce soit diffusé dans la France entière. Et pour prendre un exemple très concret, puisque je l'ai vécu moi-même, on a la librairie francophone estivale que vous connaissez, qui est une déclinaison de la librairie francophone l'été, qu'on diffuse aussi sur RFI. Et cet été, donc RFI diffusait une nouvelle fois cette émission. France Inter était numéro 1 en France à l'heure de diffusion à 18h le dimanche, et RFI diffusait. Donc il n'y a jamais eu... ça n'a pas pompé l'audience. Voilà. C'était pourtant sur un même programme. Le même programme. On ne va pas chercher les mêmes cibles. Ce qui est très marrant dans le public de RFI à Paris, c'est qu'il fait un grand écart entre des professeurs d'université, CSP++, voyageant à l'intérieur, et puis beaucoup de gens qui viennent du continent africain et pour qui on est un lien émotionnel, un cordon ombilical avec la terre d'origine, avec la famille qui y est encore. Donc, et dans les 2 cas, les gens comprennent parfaitement ce qu'on raconte. On n'est pas du tout élitiste et pourtant les élites ne se lassent pas non plus. C'est ça le service public, c'est s'adresser au grand public, mais sans simplification, sans sous-estimer l'intelligence du public qui est très grande. Une autre question ? Bon, on va parler un petit peu de francophonie pour conclure, Marie-Christine, puisque c'est quand même, avec les Voix d'Orléans, les rencontres de la francophonie. Êtes-vous satisfaite de la place de la francophonie dans l'audiovisuel public, tiens ? Dans l'audiovisuel public, ça me semble pas mal. Dans le monde, ça me semble bien en progrès, finalement. Enfin, moi, j'aime pas trop les pleurs sur la francophonie parce que c'est plutôt un espace dynamique qui croît et qui a un vrai poids et qui est assez attractif, si j'en crois, par le nombre de pays qui veulent appartenir à l'Organisation internationale de la francophonie. On se demande même, ça s'est un peu tiré par les cheveux, même leur appartenance. Mais quand je vois tous nos cousins latino-américains vouloir venir, ou hier je voyais l'ambassadeur d'Ouzbékistan qui me dit ça nous plaît beaucoup la francophonie parce qu'on voudrait se rapprocher, tout ça. Bon, je me dis c'est attractif. Alors la francophonie, nous on a le français et la francophonie dans notre escarcelle. La France n'est pas le meilleur élève de la francophonie. On dirait qu'on n'aime pas notre langue, je sais pas. On la massacre à longueur de journée. Il n'y a pas une enseigne où il n'y a pas marqué
beauty, je sais pas quoi, je sais pas quoi, fooding, slow fooding. Et dans les médias aussi, on a des noms d'émissions en mais anglais. je trouve ça grotesque. Sur les chaînes info, c'est quasiment tout en anglais. Mais nous, on fait attention à ça. Enfin, RFI CNews, même, par exemple, est une chaîne qui... CNews. Voilà. Oui. CNews. Mais au moins c'est dans l'air, au moins c'est en français. Bon. Non mais je veux dire, je ne comprends pas cette indifférence. Vous savez qu'on est le seul pays de la francophonie à ne parler que français sur notre territoire comme langue nationale. Parce que si on regarde les Québécois, ils ont l'anglais juste à côté, les Belges, ils ont le flamand et même de l'allemand. Hein. Les Suisses aussi. Depuis les Suisses, ils en ont plusieurs. Italien, allemand, ouais. Alors, donc... Et en Afrique, évidemment, ou dans le monde arabe, il y a l'arabe à côté du français, puisqu'il y a quand même pas mal de francophonie dans le monde arabe. Et en Afrique, le français est rarement la seule langue parlée. Hein. Et les langues africaines, pour moi, sont un sujet fondamental. C'est l'avenir de la francophonie. Nous devons les traiter avec le plus grand respect, le plus grand soin. Nous devons les parler le mieux possible. C'est ce que nous faisons parce qu'on a des rédactions en langues africaines et j'aimerais bien continuer à les développer. On fait du Swahili, qui est une grande langue de l'Afrique de l'Est, et on a une rédaction qui est donc en Tanzanie. On fait du Haoussa, qui est la grande langue du Nigeria, mais aussi du Niger et de cette zone-là, hein, qui est aussi la langue parlée par Boko Haram. Ça peut être utile de s'adresser à eux en faisant de la vraie info. Donc on a une rédaction à Lagos, on parle mandingue qui est une langue sahélienne. On va être bientôt à Dakar avec la rédaction et on va lancer d'abord modestement le Peul, mais j'espère qu'on aura plus de moyens pour faire plus de Peul. C'est très important. Quand on a lancé le mandingue, qui était une langue, qui est une langue dans une zone difficile, on a vu nos audiences de RFI dans son ensemble augmenter de 30%. Parce que des gens sont imparfaitement francophones et d'avoir entendu dans leur langue maternelle le journal, ils arrivaient à suivre RFI en français. Chaque fois qu'on lance une langue, on fait la méthode d'apprentissage du français qui va avec. Donc on a l'apprentissage du français à partir du mandingue, donc du swahili, du haoussa, mais d'autres langues africaines. On l'aura à partir du peul, on l'a à partir de 20 langues. Donc de l'arabe, de tout ça. Donc pour nous, on part de la langue de l'autre, on la parle si possible, cette langue de l'autre, on la chérit, parce qu'on n'est jamais, le français jamais contre les autres langues, ou alors tout contre, comme disait Chassac-Guitry, pour les aimer. Donc on est en partage, en enrichissement, de toute façon on se nourrit, les langues se nourrissent les unes des autres, et on l'apprend. Et alors le site des savoirs de RFI, il a toutes ses offres linguistiques pour apprendre le français gratuitement, et derrière, pour avoir des connaissances en français, c'est la partie encyclopédique dont je vous parlais, où on reclasse sous forme encyclopédique ces émissions longues dont parlait Édouard, qui sont vraiment des émissions référentes. Et voilà, donc moi je trouve que les Français devraient faire je sais pas, aimer. C'est l'air qu'on respire, notre langue, quoi. Il faut la protéger, l'aimer, la chérir, la parler, l'écrire, la vivre avec, créer avec. C'est nous, quoi. Enfin, on peut pas penser, créer. D'ailleurs, alors le plurilinguisme, autre chose qui est sympa, parce qu'on a ça. On parle français, c'est le cordon ombilical, c'est le ciment, et on parle 14 langues. Mais parce que les langues racontent des mondes différents. C'était Nietzsche qui disait que chaque mot est une imposture, puisque on décide arbitrairement que ça, bon, alors je vais dire une chaise, je définis cette réalité, bon, et je vais dire que blanc, tiens, blanc, c'est ça, là, ça c'est blanc. Et les Inuits, ils ont 100 mots pour dire blanc, parce qu'ils vivent dedans, donc ils ont vu des nuances, comme ils les ont vus, ils les ont nommés, comme ils savent les nommer, ils les voient. Nous ne voyons pas les nuances en blanc, parce que nous n'avons qu'un seul mot. Donc chaque langue qui meurt, c'est une catastrophe. Et donc chérir le plurilinguisme, c'est aussi aimer sa langue. D'ailleurs, on ne parle bien et on ne connaît bien sa langue que si on en parle une autre. C'était Goethe, ça. Donc c'est magnifique. Mais les Français pourraient être meilleurs élèves, quoi. Juste ça, c'est ça mon message. Marie-Christine Saragosse, mesdames, messieurs. Ici aux rencontres de la francophonie, les Voix d'Orléans. Merci Marie-Christine, on a explosé le temps.